Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de 24 heures Sénat. Voici les titres. Publication des premiers chiffres du chômage de l'année 2014. À un mois des municipales, les résultats ne sont pas bons pour le gouvernement. Le nombre de chômeurs a augmenté de 4,4% en un an, atteignant le record historique des 3,31 millions de personnes sans emploi. Nouveau document à charge contre Serge Dassault dans l'affaire des achats de voix présumés à Corbeil-Essonnes. Le journal Libération publie un listing accablant pour le sénateur UMP et ancien maire de la ville qui vient d'annoncer qu'il portait plainte contre le journal pour atteinte à la présomption d'innocence. La jeunesse française candidate à l'expatriation, les 3/4 des 18-34 ans seraient tentés par le départ. Cet exil économique peut-il être un atout pour la France? On en parle avec notre invitée ce soir, Hélène Conway-Mouret, ministre chargée des Français de l'étranger. Nouveau record historique pour le nombre de demandeurs d'emploi avec une augmentation de près de 9 000 en janvier 2014. Ils sont désormais 3,31 millions de chômeurs. Après l'échec de l'inversion de la courbe du chômage promise par François Hollande, le gouvernement parie désormais sur le pacte de responsabilité pour changer la donne. Flora Sauvage. Après l'inversion ratée de la courbe du chômage fin 2013, c'était un rendez-vous à haut risque pour le gouvernement. Les chiffres de janvier 2014 n'ont pas de quoi remonter le moral des Français. Le chômage augmente de 0,3%, ce qui représente 8 900 demandeurs d'emploi supplémentaires. Le nombre de nouveaux inscrits à Pôle emploi a continué à grimper début 2014. Leur nombre atteint le niveau record de 3,31 millions d'après le ministère du Travail. Des chiffres qui ne sont pas bons pour le gouvernement à un mois des municipales. Après l'annonce de ces mauvais chiffres, le ministre du Travail, Michel Sapin, a souhaité qu'il y ait moins de chômeurs fin 2014. Il a estimé qu'il fallait centrer les efforts sur les seniors qui paient le plus lourd tribut. En plus de son arsenal d'emplois aidés, le gouvernement mise maintenant sur le pacte de responsabilité proposé au patronat, avec l'allègement du coût du travail pour favoriser les embauches, arme ultime pour lutter contre le chômage. C'est un nouveau document à charge contre le sénateur UMP de l'Essonne, Serge Dassault. Après avoir clamé son innocence lundi dans l'hémicycle du Sénat, Libération publie aujourd'hui un listing saisi au domicile de l'ancien maire de Corbeil-Essonnes. Ce soir, Serge Dassault annonce son intention de porter plainte contre le quotidien pour atteinte à la présomption d'innocence. Julien Cholin. État d'urgence à Corbeil-Essonnes. Cet après-midi, Carlos da Silva, candidat socialiste à la mairie, s'est adressé à l'État. Il demande à ce que la préfecture organise elle-même l'élection municipale du mois prochain. Pendant ce temps, l'étau judiciaire se resserre sur Serge Dassault. Que lui reproche-t-on? Les accusations portent sur les élections municipales de 2008, 2009 et 2010. Ce matin, le quotidien Libération a publié un document jugé accablant, retrouvé au domicile de l'avionneur. Une liste informatique d'environ 130 noms. Sur ce tableau, des sommes versées et des commentaires, stages, permis, des cadeaux en nature, la preuve, selon le journal, d'un système d'achat de voix fomenté par et pour Serge Dassault. Le sénateur UMP a porté plainte contre le quotidien. Problème, la publication de ce document intervient à un moment clé de la procédure judiciaire. Les juges chargés de l'enquête accumulent les témoignages. Parmi eux, celui de Mamadou Kébé, un intermédiaire clé, serait particulièrement accablant. 5 protagonistes de l'affaire ont d'ores et déjà été mis en examen, dont le maire actuel de Corbeil, candidat à sa propre succession le mois prochain, Jean-Pierre Bechter. Serge Dassault, lui, a été entendu la semaine dernière lors de sa garde à vue. Il pourrait être mis en examen dans les prochains jours. À 88 ans, que risque-t-il? Le code électoral prévoit jusqu'à 2 ans d'emprisonnement pour toute personne ayant participé à une tentative d'achat de voix. L'inéligibilité n'est pas systématique, elle est à l'appréciation du juge. Problème, la procédure pénale est extrêmement longue. Exemple avec l'affaire Tibéri, elle n'est toujours pas jugée et pourtant, la première plainte avait été déposée en 1997. Un rapport du Sénat préconise de se passer du juge pour les divorces par consentement mutuel. Il s'agit d'une des propositions d'un groupe de travail sur la justice aux affaires familiales qui entend avant tout privilégier la médiation et les règlements à l'amiable. Sophie Normand-Couturier.
Il faut changer de culture, c'est en substance la principale recommandation du rapport d'information du Sénat. Il prône l'émergence de nouvelles pratiques plus ouvertes à la conciliation. Qu'est-ce qu'on veut? C'est sortir de l'idée de conflit pour aller vers l'idée d'accord, parce que c'est ce qui protège le mieux les intérêts de l'enfant, qui doit être notre seul guide, notre vrai guide dans cette justice familiale. Il faut qu'on développe une nouvelle culture, que cette culture soit portée par les avocats, par les notaires, par les médiateurs, par les juges, pour changer la nature de la réponse de la justice familiale. Une culture qui passerait par le développement de la médiation et avec elle celui des modes de règlement des litiges à l'amiable. De nouvelles pratiques dépendantes, selon le rapport, de la mobilisation de tous les acteurs judiciaires, en particulier les avocats. Eux disent oui à la médiation, mais pas à n'importe quel prix. Il faut pouvoir trouver des terrains de médiation et de convaincre les parties à pouvoir dialoguer. Ce qui me semble beaucoup plus grave, c'est de ne pas permettre aux parties toujours d'avoir ces conseils d'avocats et de garantie du juge. Le rapport sénatorial s'appuie sur un constat paradoxal. Alors qu'objectivement la justice aux affaires familiales semble fonctionner correctement, elle ne donne pas entière satisfaction. Les justiciables lui reprochent d'être trop lente et trop expéditive. Les magistrats, eux, dénoncent un manque de temps et de moyens. Et pour parler de ce rapport, notre invitée ce soir, Catherine Tasca, bonsoir, ancienne ministre, sénatrice socialiste des Yvelines. Et vous êtes donc co-auteur avec l'ancien garde des Sceaux, Michel Mercier, de ce rapport. Vous vous prononcez en faveur d'un règlement pacifié des litiges. Mais alors, est-ce que c'est possible, selon vous, de modifier les habitudes dans une société qui est de plus en plus judiciarisée ? Je crois que c'est possible, mais ça demande véritablement la mobilisation de tous les acteurs. Pas seulement les parties au litige, mais évidemment le juge aux affaires familiales, les avocats et, lorsqu'ils interviennent aussi, les médiateurs. C'est une véritable mobilisation en amont de l'intervention du juge. Et c'est ce que nous avons vraiment voulu souligner dans ce rapport d'information, parce que il y a une vraie vision de la justice en France, une tradition qui est celle du litige. Et très souvent, les justiciables vont devant le juge en attendant de lui qu'il tranche rapidement et chacun en sa faveur. Or, ce que nous constatons, surtout avec l'extrême transformation des structures familiales, c'est que si l'on veut vraiment sortir durablement du conflit et aller vers des solutions pérennes, il faut que tout le monde le souhaite. C'est la raison pour laquelle nous avons beaucoup développé le recours à la médiation. Le paradoxe, c'est que vous dites que cette justice aux affaires familiales semble bien fonctionner, mais ceux qui la pratiquent ou ceux qui font appel à elle ne sont pas satisfaits. Alors sur quoi vous êtes-vous basé pour faire ce constat ? Mais c'est l'écoute. Nous avons mené plus de 40 auditions avec, je dirais, toutes les parties intéressées. La première raison de la déception, c'est que il y a des attentes contradictoires. On l'a dit déjà. Très souvent, en venant devant le juge, on souhaite qu'il tranche le plus vite possible. Donc on trouve toujours les délais trop longs, même si la justice familiale, aux affaires familiales, en fait, rend ses décisions dans des délais tout à fait acceptables. Des délais trop longs, mais parfois des audiences trop courtes. Vous parlez d'une justice d'abattage avec parfois seulement 11 minutes d'audience pour un divorce. C'est ça, et c'est de là que vient la frustration des parties et des juges aussi, parce que pour eux, ces audiences surchargées sont très pénibles. Donc nous essayons de remonter à l'amont pour préparer de façon, je dirais, consentie, de façon réfléchie, les solutions qui seront finalement proposées et les décisions qui seront prises par le juge. Mais la contradiction, elle n'est pas seulement dans le fonctionnement de la justice aux affaires familiales, elle est aussi dans les attentes des parties. Alors parmi vos propositions, il y a celle qui concerne le divorce par consentement mutuel, sans enfant ni patrimoine commun. Et là, vous proposez de vous passer du juge. On sait déjà que dans un rapport sur la justice du XXIe siècle qui avait été remis à Christiane Taubira, la garde des Sceaux, il y avait une proposition similaire qui n'avait pas eu un écho très favorable, pas aussi bien à droite qu'à gauche parmi la classe politique. Comment expliquez-vous ces réticences ?
Eh bien, je crois que ce à quoi nous sommes tous très très attachés, c'est la garantie qu'offre le juge dans le divorce. Le divorce par consentement mutuel peut aussi être une illusion. Et il faut toujours vérifier que le consentement est bien partagé par les deux époux ou les deux concubins qui se quittent. En réalité, très très souvent, il y a dans ces séparations par consentement mutuel l'illusion que ça sera pratique parce que ça se fait rapidement, mais on voit rejaillir tous les problèmes après le prononcé du divorce. Alors ce que nous proposons, ça n'est pas le divorce où on se passe du juge, car en tout état de cause, le greffier juridictionnel qui reprendrait cette attribution et qui en déchargerait donc le juge, peut lui-même ne pas accepter la convention proposée par les époux qui divorcent et renvoyer au juge. C'est-à-dire que le recours au juge doit rester possible en toute hypothèse. Il nous a semblé qu'on pouvait tout de même faire un petit pas en avant en prévoyant que lorsqu'il n'y a ni enfant ni patrimoine commun, on puisse tester ce divorce par consentement mutuel devant ce que nous avons appelé le greffier juridictionnel. Nous y sommes allés très très prudemment et l'expérience dira d'abord si cette réforme aura lieu. Ça n'est, j'ai envie de dire, pas demain la veille, car vu l'état de l'effectif des greffes, il serait très difficile de prélever aujourd'hui un greffier juridictionnel, et ensuite il faudrait évidemment élaborer un statut spécial pour ces greffiers juridictionnels qui ont toutes les compétences. La formation aujourd'hui à l'école de Dijon des greffiers est une formation de très haut niveau, mais il y a une espèce d'autorité de la décision du juge qu'il faut préserver, et c'est la pratique qui nous dira si les greffiers peuvent faire office. Merci beaucoup Catherine Tasca d'avoir été notre invitée ce soir. Nous continuons notre série de reportages consacrés au Salon de l'Agriculture qui se tient porte de Versailles à Paris jusqu'au 2 mars. Samia Dechir s'intéresse ce soir à ces grandes enseignes de l'alimentaire qui misent de plus en plus sur des pratiques responsables. Toutes les grandes enseignes alimentaires s'y mettent, des labels bio, des partenariats avec les producteurs. Charal, par exemple, a créé le label Ergopac qui encourage financièrement les éleveurs s'engageant à respecter des critères de qualité. Et puis McDonald's, bien sûr. En 2012, le géant de la restauration rapide s'était engagé sur 3 ans à acheter 25% de son blé à prix fixe à 3 coopératives. Le contrat a été renouvelé et étendu aujourd'hui au Salon de l'Agriculture. L'objectif, c'est de donner de la visibilité aux agriculteurs, mais aussi, moi, ça me permet de donner de la visibilité à mes franchisés en restaurant. Et effectivement, au bout de ces 3 ans, nous sommes satisfaits. Et les coopératives aussi, puisqu'il y a une 4e coopérative qui nous a rejoint, Accéréal, qui nous a permis de passer les volumes de 25 à 50%. Sur les récoltes 2015 et 2016, McDonald's achètera donc 50% de ses besoins en blé à 4 coopératives à prix constant, une pratique qui protège les producteurs contre la fluctuation des prix sur le marché. C'est une meilleure stabilité pour le producteur, il connaît son débouché, il est plus impliqué, donc pour lui c'est plus intéressant. Et il sait qu'il pourra refaire la même culture l'année suivante pour le même débouché. Une visibilité qui reste limitée à 2 ans. À la coopérative agricole Biocop, le partenariat se fait sur le long terme. Ici, l'engagement des grandes enseignes laisse sceptique. Si on s'engage durablement, pour moi on s'engage en CDI. Mécaniquement, les modèles de masse à ce point-là ne sont pas compatibles avec un modèle de pérennité et d'engagement continu et d'être capable d'absorber et de faire tampon sur tout un tas d'aléas. Leurs exigences de masse font qu'ils doivent sécuriser de manière totalement impérative leurs besoins. Argument marketing ou engagement réel, ces pratiques dites responsables s'étendent à toutes les enseignes, y compris dans la grande distribution. Et Jean-Pierre Bel, le président socialiste du Sénat, était également au Salon de l'Agriculture. Aujourd'hui, on l'écoute. Dans le Salon de l'Agriculture, avec le président du Sénat, Jean-Pierre Bel, le Salon de l'Agriculture, on met à l'honneur les régions, les produits français. Ça doit vous parler.
Bien sûr, donc le salon de l'agriculture, à lui tout seul, il représente tous nos terroirs. Nous y sommes bien sûr très attachés au Sénat. La diversité de ce pays, c'est un grand rendez-vous. Le salon de l'agriculture, en même temps, ce sont de grands enjeux derrière. Les enjeux d'une agriculture innovante, en mouvement, puisque c'est le thème de ce salon, 51e du nom. Voilà, donc on est toujours très heureux d'y arriver. Je le fais avec un plaisir que vous n'imaginez pas, non pas par habitude, mais avec toujours l'envie de découvrir autre chose et surtout de rencontrer les acteurs du monde agricole. Je pense qu'il est normal que ceux qui ont des responsabilités dans ce pays et qui aspirent à représenter la France dans sa diversité doivent aussi s'intéresser à l'agriculture. C'est un moment qui permet de mettre en avant justement, de faire de ce salon une vitrine de ce qu'est l'agriculture aujourd'hui. Et je pense que c'est peut-être un devoir, mais c'est aussi un passage obligé où il faut s'exprimer sur une France qui est quelquefois un petit peu oubliée. Une France inquiète parce qu'on a un sentiment aussi d'agriculteurs qui sont un peu en colère. On l'a vu, vous vous rappelez très bien des histoires des bonnets rouges et pas que cela d'ailleurs, parce que le prix du lait, le prix de la viande qui augmente, c'est aussi une grogne qu'on entend au sein de l'agriculture. Oui, mais c'est une France, la France du monde agricole, qui refuse la fatalité, qui s'est toujours battue. C'est vrai que depuis 10 ans, un quart des exploitations agricoles ont quasiment disparu dans ce pays. C'est vrai qu'il y a des problèmes qui sont des problèmes sérieux. La rémunération de la production agricole en particulier qui pose de gros problèmes dans notre pays et partout en Europe. Donc on peut mettre en avant les difficultés de l'agriculture, mais je crois qu'on doit surtout mettre en avant les potentialités de l'agriculture, c'est-à-dire ce que l'agriculture d'aujourd'hui, qui est une agriculture moderne, qui se tourne résolument vers l'avenir, peut aussi apporter. Et dans un contexte qui est compliqué, qui n'est pas facile, eh bien l'agriculture, le volet agricole, est peut-être une chance pour beaucoup, et notamment pour beaucoup de jeunes. Donc moi, j'aurais plutôt envie de donner un regard, un éclairage positif sur ce que sont ces régions françaises et ce que l'agriculture, qui est aussi le lien fondateur dans ce pays, qui est aussi le signe de notre identité, de notre culture, de notre histoire, peut amener à la France. Voilà. Si on vient au salon d'agriculture, c'est pas simplement pour se montrer, c'est aussi parce qu'ici, il y a les vraies réalités et on touche du doigt ce qu'est la France d'aujourd'hui. Tout de suite, c'est notre page spéciale municipale. Et avec nous sur ce plateau, Pierre Bond-Joseph. Bonsoir Pierre. Bonsoir. Alors on va parler bien de notre sondage en partenariat avec l'IFOP et Paris Match et qui donne la gauche gagnante dans le 5e arrondissement de Paris. Ben oui, elle en rêve depuis tant d'années, depuis que la famille Tibéri gère le 5e arrondissement, Delphine, c'est-à-dire depuis 41 ans. 41 ans exactement. Et cette fois, ça pourrait bien être la bonne, selon notre sondage, quel que soit le cas de figure. La gauche l'emporterait dans le 5e arrondissement. Il faut dire que la droite se déchire. D'un côté, Dominique Tibéri, le fils de l'actuel maire, et de l'autre, Florence Berthoud, la candidate officielle de l'UMP, qui ouvre une voie royale à la toute discrète candidate socialiste Marie-Christine Lemardelet, présidente d'université de son État, qui remporterait l'arrondissement. Au premier tour, elle arrive en tête avec 37% des voix, c'est 7 points de mieux que l'UMP, et 20 points devant Dominique Tibéri. Et sur le second tour, en cas triangulaire, elle remporterait l'arrondissement avec 46% des suffrages. Alors si Dominique Tibéri, qu'on a contacté ce matin, n'entend rien changer à sa campagne, il affirme même que en 2001 et 2008, les sondages donnaient son père perdant, Florence Berthoud, elle non plus, n'entend pas changer de stratégie. À ce détail près, Delphine, un petit message personnel envoyé aux électeurs de Dominique Tibéri et un message au candidat du même nom, on l'écoute. Moi, je fais campagne pour battre la gauche et pour être en position de force avant le deuxième tour. Je trouve que le bilan de Jean Tibéri comme maire de proximité est un bon bilan. Est un bon bilan. Maintenant, je pense que l'heure est venue aussi du renouveau.
Voilà Pierre. Oui, alors voilà, un petit message aux électeurs de Jean Tibéri qui sont les bienvenus. On va parler peut-être de Anne Hidalgo, la candidate du PS à la mairie de Paris, avec cette polémique autour de ces affiches anti-Hidalgo qu'elle aurait fait disparaître. Oui, les affiches contre Anne Hidalgo passées au Karcher. Si certains candidats parisiens reprochent à l'actuel maire de Paris le manque de propreté de la capitale, on peut dire que c'est avec un certain entrain que les services municipaux ont enlevé cette affiche. On la voit en ce moment, on y voit Anne Hidalgo avec le regard barré d'un slogan. Impôt plus 40% selon nos confrères d'Europe 1, Le Lab, qui ont révélé l'affaire. Un mail a été envoyé donnant instruction personnelle de la ville de nettoyer les murs. On y lit que dans les meilleurs délais, des équipes de désaffichage doivent intervenir du côté de la mairie. On se défend de tout nettoyage sélectif. Du côté de l'opposition, on demande que les frais de nettoyage soient imputés à la candidate. À l'heure des réseaux sociaux, la polémique a de quoi faire sourire. Voilà, et pour être tout à fait complet, Pierre, est-ce que vous pouvez nous citer les autres candidats dans le 5e arrondissement de Paris? Oui, alors on voit effectivement qui s'affiche: Martine Masson-Chrétien du Parti de gauche et Laurent Audouin, Europe Écologie Les Verts, Thomas Schmitz d'Hiver Droite et Lucia Laporte, Front National. Merci beaucoup Pierre. 24h Sénat, tout de suite à l'invité. Et notre invitée ce soir, Hélène Conway-Mouret, ministre chargée des Français de l'étranger. On va parler avec elle dans un instant de la situation des Français de l'étranger. Ces Français toujours plus jeunes qui quittent le pays pour tenter leur chance à l'étranger. Parmi les destinations les plus prisées, le Québec. Reportage de Jennifer Semet. À 26 ans, Céline a fait ses valises, direction le Québec. Si elle a pu partir, c'est grâce à un visa de travail d'1 an destiné aux jeunes. Sa motivation, avoir un avenir plus radieux qu'en France. Alors à l'époque, je stagnais sur le plan professionnel. Je cherchais d'autres opportunités de carrière et effectivement, ça ne se présentait pas en France. Donc j'ai cherché d'autres moyens en fait d'évoluer professionnellement. Comme elle, chaque année, plus de 6000 Français vont tenter leur chance outre-Atlantique. Mais le chemin de l'expatriation n'est pas simple. Alors je n'ai pas travaillé dans ma branche. La reconnaissance du diplôme n'est pas la même. Donc effectivement, ce n'est pas l'Eldorado sur place. On trouve du travail assez facilement, mais il ne faut pas non plus être trop regardant. Pourtant, ces obstacles ne refroidissent pas la jeunesse française. Selon un sondage, 1 jeune sur 4 a envie de miser sur l'étranger pour trouver son premier emploi. Et pas de profil type pour les candidats à l'exil. Ces jeunes, je disais, sont divers, c'est-à-dire c'est des 18-35 ans, et c'est vrai qu'à un moment, ils peuvent avoir des formations très élevées, ils peuvent avoir, en voulant monter par exemple des start-up, et ils sont aussi des personnes où ils sont en difficulté de formation, mais ils ont envie de couper un peu à la vie, un peu en échec qu'ils ont eu localement, et de dire à un moment, on va aller faire, au lieu de faire un petit boulot chez nous dans notre quartier, ben on va aller le faire à l'étranger, comme ça on va bénéficier aussi d'une autre culture. Que ce soit pour décrocher le job de ses rêves ou partir à la découverte de nouvelles contrées, la tendance se généralise. Asie, Amérique, Océanie, nombreuses sont les régions du monde à leur ouvrir les portes. Et notre invitée ce soir, Hélène Conway-Mouret, vous êtes ministre déléguée chargée des Français de l'étranger. Merci d'être avec nous. Alors, pour vous, les Français qui sont à l'étranger, eh bien, c'est un atout pour la France. Et vous pensez que la mobilité internationale ne doit plus être vécue eh bien, comme une opportunité, comme une nécessité, mais comme une opportunité. Pourtant, on vient de le voir dans ce reportage, les jeunes sont un peu contraints et forcés à s'exiler car il n'y a plus de travail en France. C'est vrai, et c'est pour ça que le gouvernement est mobilisé pour lutter contre le chômage, notamment le chômage des jeunes qui est trop élevé. Et l'ensemble des ministères est mobilisé, le mien aussi, bien sûr, pour accompagner l'expatriation de ces jeunes. Et puis accompagner le retour, bien sûr. Donc nous sommes dans un double mouvement. Je pense, et je rencontre ces jeunes à l'étranger. J'étais au Canada et au Québec récemment. J'ai rencontré des jeunes à l'université de Laval, des jeunes étudiants, des chercheurs, mais aussi des postdocs, et puis des professeurs, donc des Français qui partent, pour certains qui choisissent de rester à l'étranger, mais beaucoup d'entre eux ont envie de rentrer. Et c'est pour cela que je
j'organise le 3 avril prochain une conférence sur le thème « Les Français de l'étranger, un atout pour la France » pour bien montrer que la mobilité n'est pas une mobilité permanente. Ce ne sont pas des Français qui fuient la France, ce ne sont pas des Français qui n'aiment pas la France. Ils ont envie de rentrer, mais peut-être qu'ils hésitent à le faire. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit sur place? Il faut les accompagner. Il faut les accompagner dans les deux sens. C'est-à-dire que quand ils sont partis à l'étranger et qu'ils ont de nouvelles compétences, notamment linguistiques, eh bien, il faut pouvoir les reconnaître en France. Reconnaître ces compétences-là et faire en sorte que le séjour à l'étranger ne soit pas simplement un vide ou considéré comme cela sur un curriculum vitae. Donc nous travaillons au ministère pour essayer de voir quels sont les obstacles aujourd'hui qui sont sur le chemin du retour, tout en sachant que les jeunes que je rencontre eh bien, me disent qu'ils sont là pour saisir une première opportunité professionnelle, apprendre une langue étrangère. Qu'ils n'ont pas pu avoir en France, c'est souvent ça ce qu'ils Oui, vous disent. mais aussi ils se disent qu'aujourd'hui, pour être compétitif sur le marché du travail, eh bien, il faut montrer un CV sur lequel eh bien, on montre qu'on a pris des risques, qu'on est parti à l'étranger, qu'on est capable de maîtriser des langues étrangères comme les étrangers qui sont en France et qui se retrouvent sur le marché du travail. Il n'y a pas que des Français qui partent, il y a aussi des jeunes étrangers qui viennent s'installer en France. Et donc le marché aujourd'hui est un marché du travail qui est compétitif, où il faut avoir un maximum de chances et nos Français partent à la recherche de celle-ci pour pouvoir avoir ces compétences à leur acquis. Alors vous avez parlé de chercheurs que vous avez rencontrés, tous ne sont pas diplômés. Quel est le profil de ces jeunes Français qui partent? Beaucoup quand même sont diplômés aujourd'hui, mais c'est vrai qu'il y a un mois de cela, j'ai lancé Erasmus+ à Bordeaux. C'est la possibilité pour les jeunes qui sont dans les filières technologiques et professionnelles de profiter d'un séjour à l'étranger dans le cadre de leurs études. Parce que ceux que je rencontre à l'étranger sont ceux qui ont eu la chance, qui sont privilégiés quelque part, d'avoir pu bénéficier d'un Erasmus, c'est-à-dire qu'ils ont fait des études à l'université, et donc ils n'ont plus peur de partir. Une fois qualifiés, le diplôme en poche, eh bien ils vont chercher, comme je vous le disais, une première opportunité professionnelle. Mais ce que nous voyons, c'est que d'autres catégories, surtout des catégories sociales qui n'ont pas cette expérience de l'international, finalement, vont pouvoir l'avoir avec Erasmus+. Donc notre idée, c'est de pouvoir faire en sorte que chaque jeune puisse bénéficier de ce séjour à l'international et puis prendre des risques, s'ouvrir à autre chose et puis revenir plus fort. C'est quand même important aujourd'hui. Et alors pour ceux qui ont développé leur entreprise, leur société à l'étranger, est-ce que la France a tout intérêt à les faire revenir? Est-ce que le pacte de responsabilité qui prévoit une baisse du coût du travail pour les entreprises avec des contreparties peut effrayer ces Français qui sont partis et qui ont pris d'autres habitudes à l'étranger? Ils ont pris d'autres habitudes, mais ils reviennent avec d'autres besoins, d'autres attentes. Et je pense que tout cela fait partie de cette mondialisation dans laquelle la France est inscrite. J'ai récemment assisté à l'Élysée à cette rencontre. Cette opération séduction, hein, on oui, a beaucoup absolument. parlé Mais de la ça, séduction, au ministère des Affaires étrangères, nous la pratiquons à l'étranger. C'est-à-dire que dans le cadre de mes déplacements, je parle à mes homologues, bien sûr, je rencontre des étrangers, pas simplement des Français. Et je leur explique ce que nous mettons en place en France, tout ce qui fait partie justement de ce pacte d'attractivité pour faire venir les investisseurs, mais pour faire revenir aussi des Français qui ont réussi à l'étranger. Il n'y a pas que des étrangers que nous voulons attirer en France, il y a ceux qui ont réussi, français, et qui ont l'opportunité de venir investir en France. Beaucoup, vous savez, finalement, ont des entreprises à l'étranger et on oublie qu'ils font fabriquer des produits en France. Ce sont des emplois en France. Donc ces Français de l'étranger participent vraiment aussi au redressement économique du pays. Ils connaissent parfaitement les difficultés que traverse la France. Et ce qu'ils me disent, c'est qu'ils ont envie justement de faire partie de ceux qui ont quelque chose à apporter. Un mot peut-être avant de finir cette interview, Madame la Ministre, sur la situation internationale et notamment l'Ukraine. Aujourd'hui, on a vu Vladimir Poutine qui a ordonné une inspection surprise de ses troupes à la frontière ukrainienne. Washington a réagi. Il faut éviter toute provocation. Quelle est votre réaction à cette démonstration de force du président russe? Écoutez, aujourd'hui, nous avons vu quand même ce que la diplomatie peut faire. La diplomatie européenne notamment, Laurent Fabius s'est rendu à Kiev avec son homologue allemand et polonais. On a vu que
des massacres qui avaient lieu se sont arrêtés à la fin d'une journée de négociation. Je crois que la diplomatie a été victorieuse et qu'elle doit continuer dans un pays qui est important pour la Russie, qui est important aussi pour nous. Et je crois que nous avons tous intérêt à travailler ensemble. C'est ce que nous faisons. Nous discutons quotidiennement avec nos homologues en Russie, mais également en Ukraine pour que ce pays soit stable. Enfin, c'est la stabilité politique, stabilité financière et économique à laquelle nous devons tous travailler. Merci beaucoup Hélène Conway-Mouret d'avoir été notre invitée ce soir. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À 22h, Sonia Mabrouk. Très bonne soirée et à demain.